Écoutez, moi, je vous souhaite une excellente année 2026, qu'elle vous apporte plein de choses. Juste me présenter pour vous expliquer qui je suis et en fait pourquoi je vais vous faire une intervention en fait sur les nouvelles grilles d'évaluation de la PMI. Alors, de formation, moi, je suis infirmière. J'ai un gros parcours en tant que cadre de santé au niveau de l'hôpital. Ensuite, j'étais cadre de santé formatrice à l'IFSI pour les étudiants infirmiers. J'ai été directrice adjointe d'un multi-accueil de 90 berceaux. Et depuis 2 ans et demi, en fait, je suis coordinatrice dans un groupe privé de crèches. Donc, j'accompagne 4, 8, 9, 10, 11 micro-crèches dans 3 départements différents et une crèche aussi dans un autre département. Donc voilà, j'ai rejoint l'équipe. Alors avant, c'était Gazouillis Bleu Éducation au mois de mars. Et donc, je travaille avec eux avec grand plaisir depuis quelques mois et j'en suis ravie. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Alors, pour information, moi, je maîtrise quand même pas mal le sujet parce que, en tant que coordinatrice, c'est moi qui suis assujettie, entre guillemets, à faire le lien avec tout ce qui est PMI et tout ce qui est CAF. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Voilà. D'accord ? Alors, on va commencer. Donc, je passe un petit peu le détail. Vous connaissez Bleu Éducation, les différents diplômes qui sont avec qui on accompagne. Ça, c'est moi. Et ensuite, on va sur le vif du sujet. Donc, c'est sur les inspections, les contrôles des EAJE. EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant. Vous avez vu sur la slide, vous allez avoir une photo du référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Et oui, parce qu'en fait, c'est sorti au mois de juillet 2025 et j'ai un écran vert. Alors ça, je ne sais pas pourquoi il y a un écran vert. Donc, le référentiel national, c'est, entre guillemets, une Bible que vous devez connaître, imprimer et lire et relire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les PMI vont partir dessus pour les futurs contrôles qui vont débuter très prochainement. Donc, moi, je vais faire un rappel au niveau réglementaire, parce que vous savez que avant juillet 2025, on a eu la chance d'avoir un petit décret qui est sorti en avril 2025. Donc, on va faire un petit focus dessus. Au niveau de ce décret du 28 avril 2025, qui est relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant. Donc, ce plan, il va déterminer les orientations et il va fixer aussi tout ce qui est objectifs territoriaux. En fait, suivant où vous allez habiter, on a chacun des PMI suivant les départements. Et ce qu'on a pu remarquer depuis des années, ça avait été remonté, c'est-à-dire que les PMI d'un département à l'autre n'avaient pas en fait les mêmes pratiques. Et tout ça, en fait, c'est fait pour harmoniser les pratiques des PMI, pour que, suivant où vous travaillez, vous soyez, en fait, avoir les mêmes règles et les mêmes devoirs et obligations. Il tient en compte, en fait, les missions des établissements d'accueil du jeune enfant qui sont indiquées dans l'article L.214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles. C'est-à-dire qu'on doit veiller à la santé, à la sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, c'est tant la sécurité physique que la sécurité affective, du bien-être, du développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés. C'est contribuer aussi à l'éducation des enfants qui sont accueillis dans le respect de l'autorité parentale. Donc là, vous allez voir, il y a une place hyper importante au niveau des parents. Contribuer à l'inclusion des familles, à la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité. Mettre en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques. Donc là, on peut parler du référent santé et accueil inclusif. J'ai oublié de dire, je le suis aussi. De contribuer au repérage précoce des troubles du neurodéveloppement et favoriser le suivi et l'accompagnement des enfants concernés. Donc là, ça va être tout partenariat qu'on va avoir avec les CAMS, avec les CMP, avec les hôpitaux de jour, avec aussi la PMI.
Favoriser la conciliation par les parents de jeunes enfants de leur vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi, et engagées dans un parcours d'insertion professionnelle et des familles monoparentales. Et enfin, favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est annexé au schéma départemental des services aux familles. Il tient compte aussi des catégories des établissements d'accueil du jeune enfant, les statuts, qu'ils soient privés ou bien publics, et des modalités de financement. Donc, les modalités de financement, comme vous savez, vous avez le PSU, vous avez PAGE. Alors, hop. Ensuite, vous avez l'article. Je suis désolée, mais il faut quand même qu'on aille au niveau des articles avant d'arriver au vif du sujet. R.2324-17 du Code de santé publique, modifié par le décret donc, du 1er avril 2025. Les modes d'accueil veillent à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés. Sur le fondement de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux. Ensuite, il y a le référentiel national de la qualité d'accueil qui a été publié en juillet 2025 sur le site internet du ministère. Alors ça, il est primordial et comme je l'ai dit tout à l'heure, imprimez-le-vous. D'établir le cadre commun de la compréhension des attentes et des situations, d'étayer les manquements des établissements d'accueil du jeune enfant et de ce qui est attendu dans les pratiques et de favoriser une qualité d'accueil moins hétérogène. De fonder l'analyse des risques et l'observation sur les éléments clairs et précis. Donc après, vous avez le référentiel connaissances et compétences. Donc pour l'instant, il n'est pas paru, il va bientôt paraître. Et enfin, vous avez la charte d'accueil du jeune enfant. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Pardon. Alors, c'est quoi ce référentiel ? Donc, c'est un document d'une centaine de pages qui a été publié le 2 juillet 2025 par le gouvernement. Il a été rédigé par un comité scientifique, professionnel, expert, sous supervision d'un comité de pilotage multi-représentant du secteur. C'est un outil qui est hyper attendu depuis plusieurs mois, en lien avec la suite des réflexions qui ont été menées ces dernières années, vous savez, avec, sur les besoins des tout-petits, avec le rapport des 1000 premiers jours. Ce n'est pas un texte de loi, c'est un outil d'accompagnement. L'objectif, c'est guider les pratiques professionnelles et renforcer la qualité d'accueil en soulignant l'importance d'un environnement attentif, sécurisant et respectueux au développement de chaque enfant. En fait, le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, vous tapez sur Internet et vous l'avez en PDF. C'est un outil, en fait, qui est valable pour les assistantes maternelles, pour les micro-crèches, qu'elles soient privées ou publiques, pour les crèches, qu'elles soient privées ou publiques. Il est pour tout le monde. Ah ben voilà, j'allais le dire après. Donc, qui est concerné? Donc, tous les professionnels de l'accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles, les éducateurs, les éducatrices de jeunes enfants, les auxiliaires puères, les responsables de structures, les gestionnaires de crèches, de micro-crèches, les MAM, j'avais oublié de le dire, les associations, les collectivités, les parents qui peuvent s'y référer pour mieux comprendre les pratiques professionnelles. Donc là, par exemple, au niveau, avant on disait adaptation, au niveau des pratiques professionnelles, donc là on va aller sur la familiarisation, avec une place hyper importante au niveau des familles et avec un process qui a changé. Donc là, c'est aussi un travail à faire avec la PMI avec laquelle vous dépendez. On a vraiment une nouveauté qui est demandée par rapport à la familiarisation. Ensuite, vous allez avoir les autorités publiques au niveau de la CAF, donc la PMI et les communes. Que contient-il? Il a 3 grandes parties hyper importantes qui vont baliser les dimensions essentielles d'un accueil de qualité. Donc, vous allez avoir tout ce qui est relation du jeune enfant, tout ce qui est relation aux parents, tout ce qui est qualité organisationnelle,
fais un petit zoom sur la première partie qui est la relation du jeune enfant. Cette première partie, elle s'attache à ce qui fait le cœur du métier, c'est-à-dire la qualité de la relation entre le professionnel et l'enfant accueilli. Ensuite, il y a une présentation des leviers pour offrir un accueil profondément respectueux du développement de l'enfant. Il va être fondé sur les apports récents en neurosciences. D'où ce que je vous ai dit par rapport à la familiarisation. On est passé à la familiarisation, on ne fait plus d'adaptation sans lien avec ça. De la psychologie du développement et de l'observation fine du terrain. Et c'est pour ça que des fois, il y en a certaines qui vont parler de grille d'observation. Alors moi, quand on parle de grille d'observation, parce que je suis membre de jury aussi au niveau de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, alors quand on parle de grille d'observation, faites attention par rapport à ça et utilisez certains auteurs comme Anne-Marie Fontaine, des choses comme ça. C'est la qualité et la présence humaine qui doit être fine et ajustée, qui fonde un accueil réellement respectueux du jeune enfant. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est fondée sur la relation aux parents. Donc, l'accueil d'un jeune enfant ne se pense jamais sans sa famille, d'où l'importance qu'on va remettre, on va vraiment remettre la famille au cœur de l'accueil. Les parents ne sont ni de simples accompagnateurs, ni des spectateurs du quotidien de leur enfant. Ils sont des partenaires à part entière, qui sont porteurs d'une histoire, de pratiques, d'attentes et d'émotions. Ils ont une vraie place qu'il faut reconnaître et respecter. Du coup, plus grille d'observation. Si, vous pouvez faire une grille d'observation, je ne dis pas le contraire, mais il faut vraiment qu'elle soit en lien avec des thématiques qui sont vraiment, par exemple, Anne-Marie Fontaine. Il faut vraiment expliquer de qui vous partez, en fait, par rapport à cette grille d'observation. Donc, les parents, ils ont une vraie place qu'il faut reconnaître et respecter. Leur rôle de parent est important, connaissance de leur propre enfant. Là aussi, par exemple, pendant le temps de familiarisation, la PMI peut vous demander comment vous faites par rapport à la place de la famille. C'est-à-dire qu'on va demander à la famille, que ce soit le papa ou la maman, suivant qui est présent, de nous montrer comment ils font pour donner un biberon, comment ils font pour changer leur enfant, comment ils font pour les accompagner au niveau de la sieste, comment ils font au niveau des repas. Et là, en fait, lors des inspections, les professionnels de la PMI vont poser des questions à vos professionnels. Pour information, ils vont demander à ce que les directrices, les référentes techniques, elles restent, ou les coordinatrices comme moi, on reste dans le bureau. Hein. Elles ne veulent pas sur le terrain quand elles vont faire cette inspection. C'est une nouveauté aussi. Il y aura vraiment un temps où il n'y aura que les professionnels sur le terrain avec la PMI. Donc, les professionnels sont invités à créer des liens avec les parents, à leur parler avec respect, à chercher des échanges constructifs sans les mettre de côté, ni les considérer comme des personnes extérieures à l'accueil de leur enfant. Ce volet met l'accent sur une posture professionnelle qui est fondée sur le respect mutuel, la confiance et la coopération. Construire une relation adulte-adulte au service de l'enfant. Ce référentiel, il invite à créer un véritable triangle éducatif stable. D'accord ? Et enfin, il y a une autre partie qui est sur la qualité organisationnelle. Donc, si vous êtes référente technique, si vous êtes directrice, coordinatrice ou quoi que ce soit, donc là, vous avez quelque chose de hyper important à faire. Pour offrir un accueil de qualité aux enfants, il faut commencer par prendre soin des adultes qui les entourent. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vos équipes, comment elles vont faire pour prendre soin des autres ? Pour bien accueillir les enfants, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Il faut aussi des conditions concrètes, un cadre clair, du matériel adapté, du temps, du soutien. La qualité de l'accueil dépend aussi de la façon dont les professionnels sont accompagnés et respectés dans leur travail au quotidien. Alors, je connais aussi la réalité parce que en tant que coordinatrice, je gère pas mal d'établissements. Je sais aussi que nous, on peut être en difficulté par rapport à certaines professionnelles. Comment on peut faire ?
On peut formaliser des entretiens quand il y a des professionnels qui sont en arrêt maladie, quand elles veulent reprendre. On peut formaliser des entretiens de retour au travail. On peut mettre en place aussi la médecine du travail. On peut mettre en place, vous savez, par rapport au GAP, les groupes d'analyse de pratique. On peut faire, si on est en difficulté aussi, on peut demander à la personne qui est au-dessus de vous de rencontrer les professionnels. Avoir une médiation, en fait, au niveau de l'équipe, ça peut être aussi importante. Donc là, vous avez vraiment les 3 parties du référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Est-ce que c'est un document que vous connaissez? On n'a pas de médecine de travail toutes les 2 ans. Alors, pour information, au niveau de la médecine du travail, les professionnels peuvent interpeller et avoir des rendez-vous très réguliers. Et ça, vous le savez lorsque vous recevez le compte-rendu de la médecine du travail. C'est elles qui peuvent prendre contact en direct avec. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un document, le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, que vous avez imprimé, que vous avez commencé à travailler avec vos équipes, à en parler? Ouais, ok, super. Eh bien, je trouve ça super chouette. Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel les futurs contrôles de la PMI vont partir. Tchoc. Oui, j'en ai. Ouais, moi aussi. OK. Ce que je voulais savoir aussi, vous savez, on a le projet d'établissement. Est-ce que ça vous parle, le projet d'établissement? Alors, dans le projet d'établissement, vous allez avoir, aujourd'hui, il y avait 3 parties. Il y avait un projet PEDA, un projet social, un projet éducatif. Et donc là, avec ce nouveau référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, il est demandé, non pas en tant qu'assistante maternelle, vous n'en avez pas, je suis d'accord. Il va être demandé en fait de faire un 4e volet. Ce 4e volet, il est en lien avec l'évaluation de la qualité d'accueil. C'est-à-dire que vous allez reprendre les 3 thématiques de ce référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, afin de mettre en place des objectifs d'évaluation, des acteurs d'évaluation et des fiches d'évaluation. Donc ça, c'est tout un travail qu'il va falloir mettre en place très prochainement en 2026 et qui va vous aider aussi lors des contrôles des PMI pour voir où vous en êtes. Tous les 3 ans. Alors là, je ne sais pas de quoi vous parlez tous les 3 ans, si c'est par rapport à la visite médicale ou si c'est par rapport au projet d'établissement. Donc, le projet d'établissement, il est à revisiter, alors ce n'est pas tous les ans, mais assez souvent. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir votre directrice qui change, à la place d'être, je ne sais pas moi, éducatrice de jeunes enfants, elle peut être infirmière père, et ça a une incidence sur votre projet d'établissement, et il faut reprendre certaines thématiques. Ensuite, au niveau du contrôle des futures visites d'inspection, donc vous avez bien compris qu'il y a le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant qui est primordial. Alors pour les candidates que moi j'accompagne, je fais travailler vraiment et je vous fais faire des liens par rapport à ce référentiel. Mais il y a aussi, non, vous n'avez pas de projet d'établissement pour les assistantes maternelles. C'est même au niveau des MAM, c'est vraiment au niveau des crèches et des micro-crèches. Par rapport au 4e volet, c'est en lien en fait avec tout ce qui est évaluation de la qualité d'accueil que vous allez mettre en place. Et il faut vraiment faire des liens avec ce référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Donc, il y a un autre outil qu'il va falloir revisiter aussi et que vos professionnels devront être en capacité d'expliquer. Une grille d'évaluation, pourquoi? Pour les pros ou qualité d'accueil. Alors, la grille d'évaluation, c'est aussi pour l'évaluation de la qualité d'accueil, en lien avec les 3 thématiques, donc sur la relation avec l'enfant, la relation avec les familles et par rapport à tout ce qui est organisation. Donc là, je vais parler de la Charte nationale d'accueil du jeune enfant.
Alors, c'est aussi quelque chose que vous devez connaître, hein, qui doit être aussi affiché dans le SAS de votre établissement. Donc, il y a 10 grands principes pour grandir en toute confiance. Alors, vous allez avoir l'accueil sans condition, vous allez avoir le rythme personnel. Oui, c'est affiché dans l'entrée, tout à fait. La communication et l'espace, la sensibilité et l'entourage, la confiance et les professionnels. En fait, on doit créer du lien avec les familles. On doit commencer dès la familiarisation à créer ce lien et qu'il y ait vraiment une relation de confiance qui se crée entre la famille et l'équipe. Tout ce qui est créativité et culture. Donc la culture, vous allez aussi retrouver dans le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, aussi pour les MAM. Les échanges interculturels, ben, par exemple, si vous avez un partenariat avec un EHPAD, c'est quelque chose de très bien. Le contact avec la nature. Alors là aussi, vous pouvez faire un lien avec le référentiel national de l'accueil du jeune enfant, car c'est vraiment une priorité aussi, c'est aller dehors et investir le jardin, investir les sorties sur l'extérieur. La valorisation personnelle et tout ce qui est environnement propice. Donc, le plan de contrôle au niveau des EAJE bénéficie de visites, de suivi ou d'accompagnement régulier. Alors, pour information, la PMI, elle a une double casquette. Elle a une casquette où elle va contrôler, mais elle va avoir aussi une casquette d'aide. Moi, par exemple, au mois de décembre, j'avais un gros souci. Donc, j'ai fait appel à la PMI et je lui ai demandé un conseil et elle m'a aidée en tant que fonction support au niveau du management. Nous avons ah oui, elle a un problème de micro. Donc voilà, donc pensez bien que la PMI, c'est pas que contrôle et punition, etc. C'est vraiment des personnes ressources et qui peuvent nous aider au quotidien. Une autre partie d'entre eux entre dans le plan de contrôle qui tient compte. Alors, pour information du principe de régularité de contrôle. Donc, au niveau national, ça préconise au moins tous les 5 ans un contrôle. Il y a des orientations et des objectifs départementaux évoluant tous les ans. Par exemple, moi, j'habite en Charente. J'ai pris mon poste fin août 2023 et j'ai 4 micro-crèches en Charente. Et bien, j'ai eu 4 contrôles de septembre à octobre de mes 4 établissements. Parce que c'était au niveau du département, il avait donné ça comme objectif au niveau de la PMI. Donc, pensez que des fois, ce n'est pas spécialement parce qu'on est mal vu ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, c'est le département, donc c'est le conseil départemental, le président qui donne des directives à la PMI. Au niveau du principe de régularité de relation avec les services de PMI, donc là aussi, hein, c'est à vous de les contacter. Le principe d'analyse des événements indésirables récurrents. Pour information, dès qu'il vous arrive quelque chose, il faut que vous fassiez, vous savez, des fiches d'événements indésirables. Ces feuilles d'incidents ou d'accidents, après, il y a différentes thématiques, enfin différents noms pour les nommer. Il faut les adresser à la PMI. Pensez que de plus en plus, les parents sont procéduriers, qu'ils contactent directement la PMI. Et la PMI préfère avoir eu une information de votre part que de la prendre des familles. C'est un petit conseil. Je l'ai vécu il y a 1 an. Du principe d'échantillonnage au niveau de la fonction de la taille de l'établissement, de l'implantation et du type. C'est-à-dire que là, par exemple, moi je parle de la Charente parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a tant de micro-crèches, tant de crèches privées, tant de crèches publiques, associatives, et donc ils savent qu'ils doivent faire, je ne sais pas moi, 20 visites dans chaque structure. D'un principe aléatoire, donc là aussi il y a l'aléatoire, c'est-à-dire les établissements sont non ciblés par des facteurs de risque spécifiques qui semblent bien fonctionner. La démarche de contrôle est aussi une opportunité pour analyser le fonctionnement des modes d'accueil. Doivent-elles être, alors j'ai pas la fin, les fiches d'événements indésirables doivent-elles être, 3 petits points, j'ai pas la fin de la phrase. Les fiches d'événements indésirables, c'est par exemple si vous avez une chute, une plaie, si vous appelez le SAMU ou quoi que ce soit.
il faut les adresser à la PMI. J'ai pas la fin de la phrase. Si à la fin de la phrase, je veux bien y répondre. Il y a certains contrôles qui peuvent s'effectuer, ah oui, avec la direction départementale emploi, travail, solidarité et protection des populations. Alors, ça, c'est le service sanitaire. Donc, quand j'ai pris mon poste en août 2023, donc j'avais visite de la PMI et service sanitaire. C'était très chouette. Donc, il y a 2 personnes qui viennent et qui vont contrôler tout ce qui est, si vous avez un prestataire, au niveau des températures, les fiches de traçabilité au niveau des cuisines, le PMS, le plan de maîtrise sanitaire. Oui, la fiche d'incident et la transmettre à la puéricultrice du secteur qui vous suit, en fait, avec qui vous avez l'habitude de travailler, vous l'informez. Il peut y avoir aussi la CAF. Donc, au niveau de la CAF, surtout, c'est pour les crèches pour l'instant parce qu'elles sont au PSU. Donc, il peut y avoir un contrôle CAF. Et très prochainement, à ce qui paraît, les micro-crèches auront aussi des contrôles CAF. Ça, c'est la petite nouveauté aussi. Un partage, ça permet en fait un partage d'informations et de coordination en cas de constat de dysfonctionnement. Pour information, si la PMI, parce que je l'ai vécu aussi, on a eu une petite fermeture d'une micro-crèche, pensez que la PMI contacte directement la CAF. Et donc, la CAF, quand vous réouvrez, en fait, le sait avant vous, parce que la PMI les contacte aussi. Et vous pouvez faire un point avec la CAF, la PMI, au niveau de la PMI afin de voir quels sont les axes d'amélioration, les plans d'action que vous avez mis en place. Pouvez-vous préciser l'application de ce référentiel? Écoutez, il est valable depuis juillet 2025, le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Et il faut absolument qu'il soit imprimé à disposition de votre équipe et que votre équipe connaisse les thématiques. Est-ce qu'à la fin de... alors, dans certains EAJE sont concernés par des inspections ou enquêtes administratives à la suite de signalements, plaintes ou accidents. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il arrive quelque chose au sein de votre établissement d'accueil du jeune enfant, moi, je vous invite fortement à en informer la PMI parce que l'erreur est humaine, vous pouvez faire des erreurs. Enfin voilà. Et l'intérêt, c'est d'être vraiment transparent au niveau des PMI pour savoir après quel plan d'action vous allez mettre en place pour éviter que ça revienne. Ça s'appelle la gestion des risques et la qualité. Non, les ASPAT, elles n'ont pas d'équipe, tout à fait. Après, je n'ai pas la suite. L'inspection est recentrée sur le contrôle de la qualité d'accueil. Ah oui, alors je verrai avec Émilie. L'inspection, elle est recentrée donc, sur le contrôle de la qualité d'accueil. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, primordial, c'est le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Et bien sûr, tous les contrôles sont inopinés. Donc, demain matin, vous pouvez avoir un petit contrôle PMI. Pour information, avant, les contrôles PMI se faisaient, on va dire, de 9h à 17h. La petite nouveauté de 2026, les PMI peuvent maintenant venir dès l'ouverture et jusqu'à la fermeture. Pourquoi? Parce qu'elles souhaitent rencontrer les familles pour pouvoir aussi leur expliquer, avoir aussi leur point de vue sur l'accueil de leur enfant. L'évaluation, donc c'est là où il y a des petits changements. La CAF a déjà effectué plusieurs contrôles pour une micro. Ah ouais, écoutez, moi je ne l'ai pas encore vu depuis 2023, je n'ai pas eu encore de contrôle CAF. Donc l'évaluation sous 3 angles, ça c'est la petite nouveauté. Vous savez, avant, alors je ne sais pas vous, mais nous on avait travaillé sur une checklist de visite PMI et donc on faisait, on remplissait avec nos directrices pour voir si on avait tout ce qui était l'affichage obligatoire au niveau des familles, au niveau des pros, les dossiers RH, etc. Et donc là, la nouvelle évaluation que nous allons avoir à partir de 2026, elle est faite sous 3 angles. Donc tout d'abord, vous allez avoir le vu.
Le vu, donc c'est là où je vous disais, c'est-à-dire une pratique de l'immersion, c'est-à-dire que qu'on appelle ça, la PMI, enfin l'infirmière puère, elle va aller sur le terrain sans la présence de la direction. Donc vous serez dans votre bureau. Elle va observer à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qu'elle va se mettre comme les professionnels au niveau des pros, au niveau de la hauteur. Ça peut être assise avec du matériel, etc. Elle va observer les enfants. Et quand la direction est sur l'équipe, c'est ce que je lui ai posé comme question. Eh bien, elle m'a dit que la référente technique, elle irait quand même dans son bureau et qu'elle ferait, si besoin, à la place de la référente technique. Est-ce que les contrôles inopinés de la PMI sont aussi vraiment orientés structure? Oui, alors moi je suis plus au niveau les grilles en fait des EAJE. L'observation donc des enfants, l'observation des pratiques professionnelles. Donc c'est là où on va questionner les professionnels au niveau de leurs pratiques. Qu'est-ce qu'elles vont utiliser? Est-ce qu'elles utilisent, vous savez, au niveau des plannings? Est-ce qu'elles ouvrent des univers? Est-ce qu'elles vont enchérir? Comment elles font quand elles vont mettre à chauffer? Est-ce qu'elles ont un déroulé de journée? Est-ce qu'elles ont une fiche de poste? Enfin, tout ça, ça va être questionné par la PMI. Au niveau de l'entendu, tout ce qui est pratique de l'entretien avec les profs, les échanges avec les enfants, la possibilité d'entretien avec les parents. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent venir très tôt le matin et rester tard le soir. Le LU, lecture et consultation de documents avant, pendant et après l'inspection. Autrefois, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand elle venait en visite inopinée, elle vous demandait, vous, en tant que directrice ou référente technique, les plannings, 15 jours, des enfants, des professionnels. Elle demandait plus au niveau des plans de fonctionnement, des projets pédagogiques. Elle voulait avoir tous ces documents-là. Donc là, vraiment, ce sera aussi la même chose. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, le règlement de fonctionnement. Donc, le règlement de fonctionnement, il est à revisiter tous les ans. On le revisite vers le mois de mai-juin et on le réadresse à la PMI juillet-août pour prise en note en septembre. C'est de septembre, par exemple, 2026 à août 2027. Le projet d'établissement, il est revu tous les 5 ans. Par contre, des fois, vous êtes obligé quand même de le revisiter parce que vous allez avoir un changement de directrice. Vous allez avoir beaucoup de changements au niveau de l'équipe. Donc, il va falloir que l'équipe puisse se l'approprier, ce projet. Et ensuite, elle va demander à consulter les dossiers enfants. Donc, les dossiers enfants, ils peuvent être moi, je les fais sous 2 formes. Je les mets, donc vous les avez au niveau informatique et ensuite, vous allez avoir au niveau papier. Pourquoi au niveau papier? Parce qu'il faut absolument que les professionnels, parce que vous n'êtes pas là non plus tout le temps, hein, vous ne pouvez pas être là du matin et jusqu'au soir. Donc là, il va falloir vraiment que la continuité de direction, l'adjointe de direction, sache où se trouve le dossier et avoir accès à certains documents. Donc, ça va être, je ne sais pas moi, par exemple, au niveau des feuilles d'autorisation, au niveau des vaccins, au niveau de la prescription médicale de Doliprane, au niveau des livrets de famille, au niveau des feuilles d'autorisation, qui peut récupérer l'enfant, etc. Est-ce qu'on peut faire des photos, etc. Vous voyez, tous ces documents-là, en fait, doivent être accessibles à la continuité de direction ou bien à la directrice adjointe. Les conditions d'installation. Donc, bien sûr, elle va voir au niveau de l'inspection des locaux, le respect des normes, l'accessibilité, l'hygiène, la sécurité. Donc là aussi, au niveau de tout ce qui est hygiène, vous allez avoir, vous savez, les contrôles qu'on peut avoir, qu'on a tous les ans, en fait, pour voir au niveau des cuisines. S'il y a bien
S'il y a bien, pardon, parce que je lis en même temps les messages, je suis désolée, s'il y a bien les tests au niveau de la qualité de l'eau, au niveau aussi, vous savez, on fait des tests au niveau des surfaces, des choses comme ça. Donc tout ça, vous devez le mettre au niveau de votre PMS, plan de maîtrise sanitaire. Au niveau sécurité aussi, ils vont voir si vous avez bien fait tout ce qui est contrôle au niveau, le passage au niveau des extincteurs, etc. S'il y a bien tout ce qui est sécurité au niveau du digicode, au niveau des fermetures des portes, etc. Et voir aussi tout ce qui est conformité par rapport au référentiel bâtimentaire. Pour information, en septembre 2026, nous avons plein de choses à faire. Quand je dis plein de choses à faire, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est au niveau des hublots, au niveau des poignées, au niveau du CO2, au niveau… Enfin, il y a plein de choses. Que toutes les attestations soient à jour aussi. Des formations, des choses comme ça. Au niveau des conditions d'organisation aussi, donc tout ce qui est règlement de fonctionnement, tout ce qui est protocole. Pour information, les professionnels, alors on ne demande pas à ce qu'elles les connaissent par cœur, hein, les protocoles, parce que même moi, je ne les connais pas par cœur. Par contre, elles doivent savoir qu'il y a des classeurs de protocoles, il y a des protocoles santé, il y a des protocoles d'hygiène et il y a des protocoles, tout ce qui est sécurité. Il y a 3 sortes de protocoles, elles doivent savoir. Le projet d'établissement aussi, elles doivent être au courant qu'il y a un projet d'établissement, comment il est constitué et que vous ayez fait des réunions par rapport à ça. L'affichage obligatoire, donc ça, c'est des choses en fait qu'on avait là juste avant 2026, c'est la même chose. Tout ce qui est composition de l'équipe au regard de la catégorie de l'établissement d'accueil du jeune enfant. Donc, vous devez mettre à jour vos états actualisés. Elle va demander aussi tout ce qui est qui anime les APP. Elle peut vous demander son diplôme, son CV. Au niveau de votre référent santé et accueil inclusif, la même chose, son diplôme, son CV. La formation des équipes. Donc là aussi, vous devez garder toutes les formations pédagogiques que vous faites à vos équipes et vous devez le justifier. La gestion des plannings, donc ce qu'on faisait autrefois, donc 15 jours, et le taux d'encadrement. Si vous êtes le taux d'encadrement que vous avez choisi, est-ce que c'est une professionnelle pour 5 enfants non marcheurs, une professionnelle pour 8 enfants marcheurs, ou c'est une professionnelle pour 6 enfants, âge mélangé. Le contenu de l'inspection. Les conditions de fonctionnement, donc déroulement de l'accueil. Ils veulent savoir comment vous faites l'accueil, c'est-à-dire est-ce que les parents rentrent dans la structure? Est-ce que c'est du click and collect? Alors, désolé, ça va peut-être être mal vécu par certaines, mais moi, je l'ai vu dans mes structures quand je suis arrivée en août 2023. C'était je laisse le paquet. Non, c'est plus comme ça en fait. Hein. C'est on rentre. Alors, il y a eu la Covid, hein, ça, je suis d'accord, auparavant, et ça a fait vraiment barrer des choses. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est-à-dire, on rentre dans la salle de vie, on dépose son enfant, on fait les transmissions au sol. Oui, elle peut débarquer à 6h du mat quand on prend à 6h. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Alors moi, je suis pas mal en lien avec la PMI et c'est ce qu'elle m'a dit. Après, est-ce qu'elles font toutes pareil? Je ne pourrais point vous dire. Hein. La qualité technique et relationnelle de l'accompagnement et de l'éducation. Après, vous allez pas, mettez toutes vos heures que vous voulez. Hein. Je pense que la PMI, elle est au courant de vos projets. Elle sait à quelle heure vous débutez, à quelle heure vous fermez. Après, ce sera à elle de décider. Moi, je ne travaille pas pour la PMI. Hein. C'est elles qui verront en suivant les directives qu'elles ont du président du conseil départemental. Donc là, vous allez pouvoir, par le biais en fait de ce lien, donc c'est tout ce qui est temps d'accueil, tout ce qui est activité. Vous savez, souvent, on va nous dire oui, des fois, vous ne faites pas d'activité. Donc là aussi, il va falloir, nous, on fait un planning d'activités, les activités qui sont prévues le matin et l'après-midi, afin qu'il y ait une traçabilité et que la PMI, lorsqu'elle vient, elle puisse s'y référer. La qualité éducative, avec tout ce qui est attitude et posture professionnelle. Donc là, il y a des questions qui vont être posées aux professionnels, c'est-à-dire dans quelle position elles se mettent. Est-ce qu'elles ont un déroulé de journée? Tout à l'heure, vous savez, je vous ai expliqué la déroulé de journée et fiche de poste. Quand je parle de déroulé de journée, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai pu voir quand j'ai pris mes postes,
mon poste, c'est qu'en fait, tout le monde partait. Des fois, je me retrouvais dans la salle de bain, j'avais plus aucune pro. Donc, on a retravaillé sur le déroulé de journée pour voir qui était en position phare, qui était en position régulateur, pour vraiment qu'il y ait des professionnels et qu'elle ne soit pas tout le temps en mouvement. Plus vous avez de professionnels en mouvement, et plus les enfants ils vont être en difficulté. Ils vont mordre, ils vont taper. Tout ce qui est la relation à l'enfant et à ses émotions. Comment on va gérer les émotions des enfants. Ensuite, tout ce qui est soins du quotidien, avec le respect des besoins de l'enfant, intimité, autonomie. Donc là, on va vous demander tout ce qui est traçabilité au niveau des soins d'échange, au niveau de tout ce qui est alimentation, s'il y a différents soins par rapport à l'enfant. Au niveau, ce que je vous disais, au niveau du repas, installation, attitude de l'adulte, la qualité. Par exemple, est-ce que vous utilisez la double cuillère ou pas? Il va falloir aussi qu'elles puissent le dire, les professionnels. Est-ce qu'elles ont du matériel adapté à l'enfant? Vous savez que si, par exemple, les enfants ne peuvent pas poser leurs pieds par terre, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils aient vraiment des chaises adaptées à leur âge et à leur taille. Au niveau du sommeil et des siestes, est-ce que vous avez une traçabilité? Est-ce qu'il ne fait pas trop sombre dans les chambres? Au niveau des sorties, alors ça c'est un point hyper important, tout ce qui est sorti, et c'est aussi en lien avec le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, il y a une thématique dessus, sur tout ce qui est art, culture, écran, sécurité. Tout ce qui est départ de fin de journée, les transmissions, est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont dites aux parents? Le repérage du handicap et de l'inclusion. Alors, là, dernièrement, nous, on avait un enfant qui était qui avait un gros souci, qui était suivi en hôpital de jour. Moi, j'ai reçu la famille et on a essayé d'accueillir l'enfant, sauf qu'on s'est mis en difficulté. Donc, quand on met en difficulté l'équipe, on met en difficulté aussi l'enfant accueilli qui a certains handicaps et aussi les autres enfants. Donc là, moi, j'ai reçu la famille. J'ai expliqué, j'ai orienté et j'ai dit qu'il valait mieux une prise en charge en individuel et que moi, je ne pouvais pas parce qu'en microcrèche, je n'ai pas assez de professionnels et je n'ai pas cette possibilité-là. Donc, vous voyez l'importance de la relation, de prendre le temps avec les familles. L'égalité fille-garçon, c'est-à-dire qu'un garçon a le droit de jouer avec un poupon, une fille a le droit de jouer avec une voiture. La place des parents au niveau de l'accueil, de l'accompagnement à la parentalité. Tout ce qui est inclusion des familles et leur participation à la vie de la structure. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est café parents. Ça va être, par exemple, vous pouvez mettre en place, ça va être des indicateurs au niveau de la qualité. Tout à l'heure, on m'a parlé de la grille de comment on pouvait faire. On peut mettre ça en indicateur. Ça peut être, par exemple, des ateliers qui vont être co-animés avec les parents. Je ne sais pas, moi, si vous avez des parents qui sont musiciens, des choses comme ça, vous pouvez les faire aussi participer. Il y aura une analyse systémique. La systémie, c'est hyper important aussi. C'est basé sur des faisceaux d'indices. Elle recoupe le vu, le lu, l'entendu dans les 3 domaines, installation, organisation et fonctionnement. Elle aboutit à des constats factuels et étayés selon le référentiel de la qualité d'accueil qui prennent la forme, les écarts, traduisant une non-conformité à une référence juridique opposable à l'inspecté, c'est-à-dire à nous. Des remarques traduisant des dysfonctionnements porteurs de risques. L'analyse se fonde sur la loi, le règlement, le bonnes pratiques professionnelles qui sont déclinées dans le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Elle apprécie la gravité des risques, l'exposition au risque, le contexte, la reconnaissance du risque. Donc, vous voyez, c'est vraiment notion de risque. En fait, c'est tout ce qui est gestion de risque et notion de qualité. Lorsque ces risques et ou écarts, est-ce que ça entrave la qualité de l'accueil des enfants? Est-ce que ça compromet ou ça peut menacer la sécurité, la santé, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants? Donc ça, c'est une action immédiate ou proposition d'injonction et de recommandation. Et là, on peut vous fermer votre établissement. Vous allez recevoir un procès-verbal. Il va comprendre un tableau des constats, des écarts, des dysfonctionnements, des risques. Un rapport
circonscrit avec les éléments essentiels. Une lettre d'injonction et de recommandation du président du conseil départemental. En conclusion, cette nouvelle méthode met en avant l'évaluation de la qualité d'accueil et la notion de risque, analyse fondée sur une vision partagée de la qualité déclinée dans le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Les conditions des locaux et de personnel ne suffisent plus à évaluer la qualité d'accueil. Les postures professionnelles, donc là, tout ce qui est position phare, la position de régulateur, c'est important. Donc sur le déroulé de journée, qu'elles sachent vraiment ce qu'elles doivent faire par rapport à leur fiche de poste. Le bien-être des enfants, leur sécurité affective, si vous avez beaucoup de turnover, d'arrêt maladie, bah, des fois on n'y est pour rien, mais bon, voilà, sont des éléments qui peuvent désormais être mesurés et en prenant en compte le point de vue des parents, donc l'importance de la place des parents, des enfants eux-mêmes et des professionnels. Les professionnels auront une place aussi importante.